Elle entra dans la salle d'audience comme on entre dans un incendie. Épuisée, mais droite. Pas maquillée, pas repassée, juste vraie. Et en moins de 2 minutes, elle mit un système entier mal à l'aise, avec une simple vérité en blouse bleue. Ce jour-là, ce n'est pas un avocat qui a fait trembler la cour, c'est une mère en basket usée. C'était un matin de mars. Il faisait encore froid dehors, mais dans la salle 2B du tribunal de Lyon, l'air était chargé d'une tension électrique. Sur le banc des parties civiles, une femme de 34 ans, Élise Moreau, mère de 2 enfants et infirmière aux urgences, s'asseyait sans un mot. Son badge battait contre sa hanche à chaque respiration. Elle n'avait pas eu le temps de rentrer chez elle après son service. Elle avait quitté les urgences à 8h42, pris un café noir à emporter et couru jusqu'au tribunal. L'audience de la garde partagée de ses enfants n'attendait pas. Face à elle, son ex-mari, assisté d'un avocat en costume parfaitement taillé, l'observait avec ce mélange de suffisance et de certitude glacée qu'ont ceux qui pensent avoir l'avantage. Ils avaient déposé un dossier. Instabilité émotionnelle, absence parentale, horaire de travail incompatible avec la parentalité. Une attaque directe, soigneusement rédigée. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'était qu'Élise vienne habillée comme ça. La juge, Marianne Delcourt, 62 ans, connue pour son autorité froide et son œil intransigeant, leva la tête de son dossier. Son regard s'arrêta net sur les vêtements d'Élise. « Madame Moreau, le ton sec, croyez-vous être dans une salle de pause? » Élise se redressa doucement, surprise par l'agression verbale. « Non, madame la juge. J'ai terminé mon service il y a moins d'1 heure. Je suis venue directement ici. » Un murmure traversa la salle. La juge haussa un sourcil. « Ici, c'est un tribunal, pas un hôpital. Vous êtes censé vous présenter de manière appropriée. » Son avocat voulut intervenir, mais la juge leva la main. Silence. Élise inspira doucement, puis elle parla. Pas fort, mais avec une clarté qui coupa net toute ironie. « Je n'ai pas eu le temps de me changer. Mon dernier patient avait 7 ans. Il faisait un arrêt cardiaque. Je suis restée avec lui jusqu'à ce qu'il respire à nouveau. Le sang sur mes manches, ce n'est pas le mien, c'est le sien. J'ai eu le choix, le sauver ou arriver ici en tailleur. J'ai choisi la vie. » La salle s'immobilisa. Même les néons semblaient baisser d'un ton. La juge Delcourt serra les lèvres. Elle allait répondre, mais aucun mot ne sortit. Dans son dos, une greffière sortit discrètement son téléphone. En quelques secondes, la scène était filmée. La dignité brutale d'une mère en blouse tachée de sang venait de percuter Internet. Mais Élise ne le savait pas encore. Elle ne comptait pas les vues. Elle comptait les minutes, car après cette audience, elle devait aller chercher sa fille à l'école. Toujours dans la même tenue. Celle qui, désormais, portait bien plus que du tissu. Elle portait un combat. Quand l'avocat adverse, M. Lucien Gervais, se leva, sa cravate parfaitement nouée brillait légèrement sous les spots. Il souriait avec assurance, cette assurance qu'ont ceux qui n'ont jamais passé une nuit à tenir une main qui se refroidit. « Madame Moreau, pouvez-vous confirmer que vous avez délibérément choisi de faire un service de nuit malgré votre comparution ce matin? » « Oui. » « Donc, vous admettez avoir préféré votre travail à la préparation de cette audience et à votre rôle de mère? » Un frisson traversa la salle. Élise ne bougea pas. « Non, maître, j'ai choisi de rester avec un enfant en train de mourir parce que si c'était ma fille sur cette table d'opération, j'espérerais qu'une infirmière fasse de même. Je n'ai pas choisi entre mon métier et mes enfants. J'ai choisi de leur montrer quel genre de mère je suis. » Silence. Il s'étira longtemps. Même l'avocat en face perdit son sourire. Puis elle continua. « Et chaque nuit que je travaille, c'est pour payer le loyer, acheter leurs livres et financer les séances de psy qu'il leur a fallu quand leur père est parti. Ma blouse ne brille pas, mais elle les nourrit et elle les protège. » Une femme dans le public essuya une larme. La juge ne frappa pas. Elle observait. Quelque chose en elle vacillait. L'avocat tout sauta, mal à l'aise. Il tenta. « Vous semblez émotive. » « Non, je suis épuisée. Et il y a une différence. L'épuisement vient de ceux qui tiennent debout même quand tout en eux demande de s'effondrer. » Et là, quelque chose changea. Ce n'était pas encore un verdict, mais c'était un basculement. Le genre de moment où une pièce bascule sur son axe, en silence, avant que le monde ne rattrape son souffle. Et juste à cet instant, avant la pause demandée par la juge, l'avocat d'Élise se leva.
Madame la juge, si vous le permettez, j'aimerais faire venir notre premier témoin. La porte s'ouvrit. Une silhouette élégante en blouse blanche entra. Le docteur Claire Bernal, chef du service des urgences à l'hôpital public. Élise ouvrit les yeux, surprise. Elle ne savait pas qu'elle viendrait. Elle avança vers la barre, droite, sans note. « Je suis ici pour rappeler qui est Élise Moreau, parce qu'il semblerait que sa blouse ait été perçue comme un manque de respect. Et je ne peux pas laisser dire ça. » Dans la salle, le silence était total. « Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors n'attends pas. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie qui parle à tous. Ton soutien compte et on continue l'histoire maintenant. Ce que j'ai vu ce soir-là a tout changé. La nuit était tombée sur le petit appartement de Claire. Les enfants dormaient paisiblement, bercés par le souffle discret de la télévision en fond. Claire, elle, relisait encore une fois le dossier médical d'un patient qu'elle devait revoir demain. Elle n'aurait jamais imaginé que le simple bruit d'une notification allait faire basculer sa vie. Un message de Julien, son ex, un SMS glaçant. « Tu penses que t'es une mère modèle? Ouvre bien les yeux. Demain, ce sera moi. » Elle sentit son cœur rater un battement. Depuis leur séparation houleuse, Julien n'avait cessé de la menacer, de la rabaisser, de l'espionner. Mais là, quelque chose avait changé. Le ton, la précision. Ce n'était plus une pique lancée sous la colère. C'était une promesse. Claire n'avait jamais voulu impliquer la justice. Elle croyait encore, naïvement, qu'ils pourraient s'entendre. Mais ce soir-là, elle comprit. Elle n'avait plus le choix. Le lendemain matin, à la sortie de l'école, elle trouva une femme inconnue qui attendait ses enfants. Quand Claire s'approcha, la femme lui sourit poliment avant de s'éloigner rapidement dans une voiture, immatriculée au nom du frère de Julien. C'était Claire. Il préparait quelque chose. En rentrant chez elle, Claire s'effondra. La peur était là. Mais plus fort encore, il y avait une décision. Elle se battrait. Ce soir-là, une autre femme est née. Plus forte, plus déterminée, prête à tout pour protéger ce qu'elle avait de plus précieux. Mais elle ne savait pas encore jusqu'où cette bataille allait l'emmener. Le piège s'est refermé. Le jour où Claire a reçu la convocation au tribunal, c'est comme si le sol s'était ouvert sous ses pieds. Julien l'attaquait officiellement pour la garde exclusive. Il l'accusait d'être instable, de négliger les enfants à cause de son travail d'infirmière, d'avoir des comportements dangereux. Et le pire, il disait avoir des preuves. Claire n'en croyait pas ses yeux. Tout était monté de toutes pièces. Des messages sortis de leur contexte, des photos volées où elle dormait sur le canapé après une garde de nuit, utilisées pour dire qu'elle laissait les enfants seuls. Et même un témoignage de l'ancienne voisine de Julien, payé en douce pour dire qu'elle avait vu Claire crier sur ses enfants. Ce n'était plus une guerre, c'était une machination. Mais le plus douloureux, c'est que le juge semblait l'écouter, lui. Julien avait une belle apparence, il savait parler, il avait tout prévu. Et Claire, elle, était épuisée, tremblante, seule face à une machine bien huilée. Quand elle sortit du tribunal ce jour-là, elle n'avait plus de doute. Ce n'était pas une simple audience. C'était le début d'une descente aux enfers, et elle n'était pas certaine d'en sortir indemne. Mais Claire n'était pas du genre à fuir, et même blessée. Elle savait une chose, on ne lui enlèverait pas ses enfants. La vérité ne suffit pas. Claire pensait que dire la vérité suffirait. Mais elle allait découvrir que dans une salle d'audience, la justice n'a rien de simple. Son avocate avait pourtant tout préparé. Ses plannings d'infirmière, les témoignages de collègues, des lettres d'enseignants confirmant son implication dans la vie de ses enfants. Même des vidéos où on la voyait tendre, présente, aimante. Mais face à elle, Julien jouait un autre rôle. Costume impeccable, regard de victime, il racontait, la voix tremblante, à quel point il avait eu peur pour ses enfants. Il parlait de nervosité chronique chez Claire, de comportements imprévisibles, et il pleurait. Devant le juge, devant les enfants. Le pire, les enfants, eux aussi, étaient confus, manipulés. L'un disait que papa lui avait dit de ne pas parler de certaines choses, l'autre pleurait sans comprendre ce qu'on attendait de lui. Claire se sentait impuissante, comme si plus elle se débattait, plus elle s'enfonçait. Mais alors qu'elle rentrait, un détail lui revint. Un message, une preuve qu'elle avait oubliée, cachée au fond d'un vieux téléphone.
Un enregistrement qu'elle n'avait jamais osé utiliser et qui pouvait tout faire basculer. Un enregistrement où Julien disait clairement « Tu veux jouer à la mère parfaite? Tu vas voir ce que c'est d'être brisé devant tout le monde. » Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, Claire sentit une étincelle, faible, fragile, mais réelle. L'arme cachée. Il suffit parfois d'un fragment, un détail oublié, une voix dans l'ombre pour que tout s'effondre ou s'éclaire. Claire n'avait pas dormi. Elle avait passé la nuit à fouiller ce vieux téléphone, les mains tremblantes, et quand elle l'a retrouvé, l'enregistrement, elle l'a écouté en boucle. Chaque mot de Julien y sonnait comme une gifle. Il riait, il menaçait, il parlait de gagner la guerre, pas la garde, de détruire son image. Il ne parlait ni d'amour ni des enfants, juste d'elle, de sa destruction. Ce n'était plus du conflit parental, c'était une vendetta. Son avocate, en découvrant le fichier, a blêmi. On ne l'utilisera qu'au bon moment. C'est notre carte maîtresse. Et ce moment est arrivé plus tôt que prévu. Lors de la prochaine audience, Julien a continué son jeu. Il a parlé d'une Claire instable, colérique, qui criait devant les enfants. Il a évoqué des scènes qui n'avaient jamais eu lieu, et il a même demandé une mesure d'éloignement. Alors Claire s'est levée, lentement, et elle a demandé à parler. Le silence est tombé dans la salle, et elle a sorti le téléphone. L'enregistrement a résonné. Froid, incontestable. Le juge a levé les yeux. Pour la première fois, Julien a cessé de jouer. Il s'est affaissé. Et le doute a changé de camp. Ce jour-là, pour la première fois depuis le début, Claire a eu l'avantage. Mais rien n'était encore gagné. Parce que Julien, blessé, allait frapper plus fort. Et ce qu'il s'apprêtait à faire allait dépasser l'entendement. Ce jour-là, le silence de la salle d'audience était plus lourd que jamais. Les regards, les soupirs, les battements de cœur, tout semblait suspendu. Julien venait de jouer sa dernière carte. Il avait fait témoigner un ancien collègue de Claire, un homme trouble qui affirmait l'avoir vue dépassée, fragile et même violente avec un patient. Des accusations graves, difficiles à entendre, difficiles à contrer, mais il avait fait une erreur. Ce témoin n'était pas venu de lui-même. Il avait été payé. Et Claire, grâce à un appel anonyme reçu quelques jours avant, avait pu le prouver. Un virement, une capture d'écran et une confrontation en direct. Le faux témoin a craqué. Il a tout avoué. Il a balbutié devant le juge, terrifié. Julien, lui, a baissé les yeux. Fini le masque. Il a été pris à son propre jeu, et cette fois, personne ne pouvait le sauver. Claire n'a pas pleuré. Elle a juste serré les poings. Elle avait tenu bon. Elle avait résisté. Pour ses enfants. Pour la vérité. Le juge a rendu sa décision le lendemain. Claire a obtenu la garde exclusive. Julien, lui, s'est vu imposer une thérapie et des droits de visite strictement encadrés. Ce n'était pas une victoire, c'était une délivrance. Elle est rentrée chez elle, fatiguée mais debout. Ses enfants l'ont attendue dans le jardin. En la voyant, ils ont couru. Et elle les a serrés contre elle comme si le monde entier avait disparu autour. Claire n'était pas une héroïne. Elle était une mère. Et elle avait gagné bien plus qu'un procès. Elle avait sauvé ce qui comptait le plus. Si cette histoire vous a touché, bouleversé ou simplement fait réfléchir, abonnez-vous. D'autres récits poignants arrivent et chacun d'eux mérite d'être entendu.